Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Les pourparlers sur le changement climatique qui se déroulent actuellement à Paris ne s'achèveront pas vendredi comme prévu à l'origine. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui préside la conférence sur le changement climatique de cette année, a annoncé aux journalistes que les négociations sur le texte pour un accord sur le climat se prolongeront au moins jusqu'à samedi. Et donc je présenterai le texte non pas vendredi soir comme je le pensais, mais samedi matin, tôt dans la matinée, et nous pourrons prendre la décision nécessaire à mi-journée. Mais l'atmosphère est bonne, les choses sont positives, les choses vont dans le bon sens, mais il y a encore du travail. Laurent Fabius a déclaré qu'il organiserait des consultations avec différents groupes lors de la conférence afin de s'assurer que tout le monde pourra s'exprimer correctement dans le texte final. Dans la soirée de jeudi, Fabius a révélé un texte d'ébauche légèrement réduit de 27 pages, éliminant certains des principaux points d'achoppement. Selon certaines sources, la nuit de jeudi à vendredi a été très difficile. Ces pourparlers nocturnes ont révélé des différends sur des questions telles que la manière d'équilibrer les actions des pays riches et pauvres pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et également les objectifs à long terme d'accord pour limiter ces émissions. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Barack Obama ont affirmé lors d'une conversation téléphonique vendredi que les deux puissances maintiendront une coopération sur le changement climatique. Les deux dirigeants ont déclaré qu'ils travailleraient de concert pour permettre le succès de la conférence de Paris. Les efforts entrepris par la Chine pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ont été salués par les Nations Unies. Il s'agit en effet pour Beijing de revoir à la baisse son recours aux énergies fossiles tout en recherchant des énergies respectueuses de l'environnement. Le pays coopère étroitement avec des entreprises internationales de ce secteur. Reportage à Washington. Dans certaines régions chinoises, la population étouffe dans la pollution atmosphérique. La capitale Beijing a d'ailleurs pour la première fois fait l'objet d'une alerte rouge. Mais d'après la responsable de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, de bonnes nouvelles tendent à indiquer que l'avenir du pays et ses efforts destinés à combattre les émissions de gaz à effet de serre s'annoncent sous les meilleurs auspices. Les qualités de leader de la Chine sont un fait indiscutable. La nation chinoise, stigmatisée par les Nations Unies comme étant le premier émetteur de gaz à effet de serre, a cependant pris des mesures pour freiner le changement climatique dû à ses émissions. Qui aurait pu dire que la Chine accepterait et encore moins proposerait un pic d'utilisation du charbon en 2020, qu'elle fermerait des centrales au charbon en pays des villes devant le refus de ses citoyens de respirer un air qu'ils refusent. En plus de fermer des centrales à charbon, la Chine prend des mesures pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Pour y parvenir, le pays a reçu de l'aide grâce à une alliance conclue avec les États-Unis. L'entreprise américaine Nexant a développé un programme informatique pour Beijing. Ce système permet d'assister les entreprises mais aussi les propriétaires de logements en leur proposant un fonctionnement énergétique plus équilibré. Opower, une autre entreprise américaine, travaille avec des compagnies électriques pour calculer la consommation électrique. Elle compare également la consommation avec leurs voisins et offre des conseils visant à préserver cette ressource. Mais la Chine fait plus encore. Il faut garder à l'esprit que la Chine est le premier producteur, installateur et exportateur de technologies solaires. C'est aussi le numéro 2 de l'éolien et le pays compte bien le rester. D'après la responsable de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la Chine a accepté le fait qu'améliorer la qualité de l'air est un bienfait pour l'environnement, mais c'est aussi une opportunité commerciale. Les entreprises, tout comme les nations qui ont compris cela, seront dans le peloton de tête des industriels de nouvelle génération. La Chine et l'Europe sont en train d'étudier la manière de créer un partenariat énergétique qui pourrait permettre de combler les besoins électriques mondiaux. Les experts et dirigeants des entreprises du secteur se sont réunis à Berlin afin d'amorcer cette coopération. Au cours des 2 jours de ce sommet, qui a débuté jeudi, plus d'une vingtaine d'intervenants vont partager leur point de vue sur la manière de construire ensemble un Internet de l'énergie. Leurs discussions couvrent des sujets tels que la transmission du courant, les équipements industriels et les énergies renouvelables.
Notre objectif commun est de nous débarrasser à terme des carburants fossiles et d'essayer de notre mieux de limiter les émissions de dioxyde de carbone. Les énergies fossiles ne sont pas illimitées et arriveront à manquer. Nous avons donc besoin des énergies renouvelables. Plus tôt nous modifierons notre utilisation énergétique et nous trouverons des solutions alternatives, et plus cela sera bénéfique pour la planète. L'Europe dispose d'une technologie avancée, particulièrement l'Allemagne, qui possède des avantages uniques au niveau de la fabrication d'équipements électriques. Nous espérons bénéficier des ressources de l'Europe en vue de développer de nouveaux équipements et de préparer la voie à des relations dans le futur. Selon certains analystes, les partenariats dans le domaine énergétique s'avéreront importants pour répondre aux besoins mondiaux en électricité, ainsi que pour lutter contre la pollution de l'environnement. Le partenariat proposé pourrait bénéficier aux deux parties. L'Allemagne possède un secteur industriel avancé, mais le concept de réseau énergétique mondial relève les standards. Cela correspondra à une modernisation pour eux. De plus, l'Allemagne est très enthousiaste vis-à-vis du concept de réseau énergétique mondial et souhaite participer aux efforts de construction. Je pense que le réseau énergétique mondial permettra d'optimiser le développement des énergies renouvelables et d'offrir une solution possible pour répondre à la consommation énergétique mondiale. Au cours de son discours, prononcé à la tribune des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a proposé la mise en place d'un réseau énergétique mondial pour répondre à la demande en électricité à travers des alternatives propres et écologiques. Selon les experts, cette proposition de réseau pourrait permettre de distribuer une énergie bon marché, efficace et accessible à tous, et de générer des moteurs pour la croissance économique mondiale qui soient basés sur le développement durable. Cela pourrait aider à répondre à la demande énergétique et bénéficier à l'amélioration économique en vue d'un modèle plus durable. C'est maintenant la saison d'acheter des céréales d'automne dans les régions rurales de Chine et l'ancienne manière de régler le paiement des produits agricoles en liquide est en train de disparaître. Cette situation est due au fait que les transactions impliquent généralement de grandes sommes d'argent et effectuer ces transactions en liquide n'est plus aussi pratique, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Au lieu des paiements en liquide, les agriculteurs utilisent à présent des cartes bancaires, dans le cadre d'un programme pilote lancé par la Chine dans 10 grandes zones de production céréalière en novembre 2014. Le programme fournit des terminaux de paiement aux agriculteurs afin qu'ils puissent avoir recours à leur carte bancaire lors de leurs transactions. Les éleveurs chinois saluent ce changement. C'est comme une banque, comme si je transportais une banque avec moi. Tant qu'il y a du réseau, on peut utiliser n'importe quelle carte bancaire, qu'importe si votre carte est délivrée par la banque agricole, des coopératives de crédit ou des comptes postaux. Cela fonctionne tant qu'il s'agit d'une carte de débit. Par le passé, nous devions apporter du liquide pour payer ou retirer d'abord du liquide des banques avec notre carte et ensuite payer. Nous avons des cartes bancaires et maintenant il y a un reçu qui ressemble beaucoup à ceux des guichets de banque. C'est mieux que le liquide, c'est plus pratique et il n'y a pas le risque de recevoir de faux billets. Des trésors de la Chine antique sont en cours d'acheminement vers Beijing. Cette restitution intervient suite à une saisie massive des autorités américaines auprès des importateurs illégaux du pays. 22 objets antiques, dont certains ont plus de 4000 ans, font leur grand retour sur le territoire chinois. Ils ont été saisis au cours d'une enquête fédérale menée par l'inspection des douanes dans 3 États américains. Selon les autorités, les coupables viennent de Floride. Éric Procopy et François Lorrain, un marchand d'art, auraient illégalement importé ces antiquités avec l'intention de les vendre en 2011. Ils ont tous deux été emprisonnés pour trafic d'objets archéologiques. On parle ici de plusieurs millions de dollars. Il s'agit de criminels sophistiqués qui exercent cette activité pour réaliser de gros profits. Et effectivement, ces objets ne valent pas quelques dollars, ils valent plusieurs millions de dollars. En 2009, un accord bilatéral signé entre la Chine et les États-Unis avait facilité l'enquête et permis d'accélérer le processus de restitution de ces trésors volés à la Chine. La Chine est une civilisation ancienne et son incroyable richesse historique a constamment fait l'objet de tentatives de vol, de pillage ou de contrebande. Récemment, la Chine a développé des partenariats internationaux afin de mieux protéger son héritage culturel.
Les antiquités seront toutes restituées à la Chine, à l'exception de celle-ci. Il s'agit du squelette d'un dinosaure vieux d'au moins 120 millions d'années. Les enquêteurs américains ont découvert qu'il appartenait à la Chine après l'avoir fait analyser par un paléontologue du musée Carnegie d'histoire naturelle. Notre équipe dispose du niveau d'expertise suffisant pour que l'on puisse dire avec certitude que ce spécimen vient de Chine. Nous sommes très heureux que nos connaissances aient pu servir. Ce microraptor vient de la province du Liaoning, qui s'étend à quelques centaines de kilomètres de Beijing. L'ambassadeur de Chine a pris quelques photos du fossile du volatile afin de garder le souvenir de ce qu'il a lui-même appelé un nouveau pont de communication entre la Chine et les États-Unis. Lorsque les 22 objets seront de retour en Chine, ils porteront avec eux toute l'amitié et la bonne volonté du peuple américain. Le fossile que nous prêtons au musée Carnegie d'histoire naturelle racontera en silence une autre histoire, celle de la coopération sino-américaine. Ce squelette de microraptor fera partie d'une exposition du musée Carnegie portant sur le problème de la contrebande. Il restera aux États-Unis pendant un an avant d'être restitué à la Chine. Dans les années 30 et 40, alors que les Juifs étaient victimes d'expulsions, d'emprisonnements, de persécutions et de meurtres dans le monde entier, deux Schindler, l'un chinois, l'autre japonais, ont violé les règles et délivré à des milliers de Juifs les visas qui leur ont permis de quitter leur pays contrôlé par les nazis. Ces Juifs se sont ainsi réfugiés en Chine, à Shanghai, où ils ont survécu, sains et saufs, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. 60 ans plus tard, un mémorial consacré à cet épisode de l'histoire a été créé à Shanghai, dans le quartier où vécurent ces réfugiés. Durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs, soit 2 tiers de la population totale juive d'Europe, ont été victimes des atrocités inhumaines commises par le régime nazi. Ceux qui se sont réfugiés à l'étranger, au début de la guerre, ont eu la chance de survivre. Shanghai était pour certains d'entre eux un havre de paix. Je me trouve au mémorial des réfugiés juifs dans le district de Hongkou, à Shanghai, en Chine. Il y a 76 ans, Shanghai a accueilli quelques 17 000 juifs qui se sont réfugiés de l'Europe pour échapper à la persécution nazie. Tous les noms des réfugiés sont gravés sur ce mur dans la cour du mémorial. La synagogue E.L. Moïse, qui abrite le mémorial, est un immeuble de 3 étages, en briques rouges et grises, restaurée dans son état d'origine. Elle est témoin de cette histoire qui réchauffe le cœur. Les deux Schindler qui ont sauvé des milliers de Juifs sont le consul général chinois à Vienne, He Fengshan, et un diplomate japonais en Lituanie, Sukira Shuin. À l'époque, la ville de Shanghai était occupée par les Japonais, mais ces derniers n'avaient pas eu encore le temps d'en organiser l'administration. Et les autorités chinoises avaient perdu le droit d'administrer la ville. Les entrées dans la ville étaient donc libres, pas besoin de visa, ni d'attestation du capital ou encore de certificat de police. Les réfugiés juifs, qui provenaient essentiellement d'Allemagne, d'Autriche, de Russie, des pays de l'Europe centrale et orientale et des pays d'Asie, se sont installés dans des concessions internationales de Shanghai. Peu après leur arrivée à Shanghai, avec l'aide du personnel du centre d'hébergement, ils ont rapidement trouvé du travail. Ils ont donc appris de nouveaux métiers tels que la maçonnerie, la charpenterie et la coiffure. Certains ont ouvert des boulangeries, des brasseries et des cafés, comme le café du Cheval Blanc qui était très populaire. Ce café était un lieu de rendez-vous très prisé par les Juifs. 所以说，这个白马咖啡馆是当时在这里生活的犹太难民生活当中的一个印记，是他们这段历史的一个记忆。
所以很多人呢，说到伯尔曼咖啡馆，就是会回想到他们曾经在上海避难的岁月，这是他们生活中的一个心中的一个温暖的地方。Shanghai was a heaven for us, absolutely, was heaven for us. And I think on what I already said once, I repeat myself, they were so friendly to us, so they took us in. And that's what it was. I said they should have more pronounced the friendship between the Chinese in that time even and the Jewish people. Le Café du Cheval Blanc est en train d'être restauré sous l'égide des autorités de Shanghai et sera rouvert au public en août prochain en tant que café-musée. Lors de leur séjour à Shanghai, beaucoup d'histoires ont eu lieu entre les réfugiés juifs et les habitants de Shanghai. 就是2012年的时候，我在我们纪念馆接待过一位来自美国的老人，这位老人叫 Peter Max， 是目前美国非常有影响力的一位艺术家。他来的时候，他就和我说：“他说我小时候啊，在这里避难，我一个保姆比我大9岁，他每天教我画画，不但要画得好，还要画得快。晚上呢，他还和我一起给我讲星星、讲月亮的故事，让我从小就埋下了艺术的，就在心里埋下了艺术的种子，使我有机会，就是日后成为一个成功的艺术家。” Dans le ghetto apatride du district de Hongkou, les réfugiés juifs cohabitaient avec les habitants de Shanghai. Les réfugiés s'efforçaient de s'intégrer à la vie locale. Certains ont appris le dialecte de Shanghai. We are very friendly wherever we lived. There were neighbors and we spoke to the neighbors and I learned a little bit of Shanghai dialect. Can you speak a few words? Yes. Tous les jours, le mémorial accueille des centaines de visiteurs étrangers, des descendants des survivants juifs aussi bien que des touristes curieux de cette histoire. Nous visitons le musée pour savoir pourquoi ces Juifs sont venus à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale et voir comment les habitants de Shanghai vivaient avec eux au quotidien. En ce qui concerne la culture chinoise, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils savent interagir avec d'autres pays et d'autres gens dans le passé. La Chine n'a jamais eu de mouvement antisémite. Les habitants de Shanghai ont sympathisé avec le destin de ces réfugiés juifs. Certains réfugiés juifs ont soutenu et participé à la lutte chinoise contre les Japonais. Après la guerre, les réfugiés juifs ont quitté Shanghai pour aller dans de nouvelles colonies. Certains ont établi des associations, organisé des activités et publié des ouvrages pour ne pas oublier ces années mémorables. Depuis la création de ce mémorial en 2007, les touristes de ces pays sont venus ici pour revivre l'histoire. Des Juifs qui avaient vécu à Shanghai à l'époque et qui avaient quitté la ville après la guerre, ils sont retournés. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur CCTV France.